Ok. On va se faire un cours sur le Web3. Est-ce que je vous ai déjà raconté, et je vais contextualiser un petit peu le Web3 et pourquoi on le fait maintenant. Évidemment, on est en plein bear market, c'est la fin du monde, le Bitcoin va disparaître, etc., etc., etc. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'anecdote avec Khodorkovsky, ou l'analogie plutôt avec Khodorkovsky? Je crois que je l'avais fait en audio sur mon Telegram. Non? Il ne semble pas. Alors, Khodorkovsky, ou Mikhail Khodorkovsky, c'était l'homme le plus riche de Russie pendant longtemps. Il possédait une boîte qui s'appelait Yukos, qui était un géant pétrolier. Grosso modo, pendant l'effondrement de l'Union soviétique, il a racheté pour peanut le ministère du gaz. Okay, donc il a racheté, pardon, le ministère du pétrole. Il a racheté le ministère du pétrole de l'Union soviétique pour une bouchée de pain. Et il est devenu, du coup, un des hommes les plus riches de Russie avant que Poutine décide de le fumer et l'envoie 15 ans en colonie pénitentiaire en Sibérie. Mais c'est pas de ça dont on va parler. J'ai lu un bouquin qui s'appelle The Oligarchs, publié en 2001 de mémoire, qui a été réédité depuis, mais la première publication c'est 2001, où le journaliste, il interviewe Khodorkovsky. Et il l'interviewe sur son succès. Et en fait, l'origine du succès, de la fortune de Khodorkovsky remonte aux années 80 en Russie donc soviétique. Et pendant les années 80 en Russie soviétique, sous Gorbatchev, il y a eu ce qu'on appelle la perestroïka et la glasnost. Vous avez tous vu ça en cours d'histoire au lycée. Et ça a été, entre autres, des mesures de libéralisation de l'économie. Traduction, n'importe qui, une coopérative étudiante, un groupe d'amis, ce que vous voulez, pouvait créer une forme de petite entreprise sociale et solidaire, on va dire, à des fins lucratives. Donc, ils avaient le droit de dégager un profit, d'avoir une petite activité. L'idée, du point de vue des communistes, c'était de permettre à quelqu'un de devenir ébéniste ou à 3 étudiants d'avoir un stand de limonade. Sauf que il y a des malins, genre Khodorkovsky, qui ont créé des banques privées, qui ont créé des boîtes de construction, qui ont créé des sociétés d'import-export, et toutes les magouilles qui vont avec. Et donc, ces premiers entrepreneurs sont devenus extrêmement riches, pour certains, extrêmement rapidement. Ils ont acquis beaucoup de pouvoir et beaucoup de connexions. Déjà parce qu'ils pouvaient proposer un service ou un bien de meilleure qualité que ce qu'on pouvait trouver auprès de l'offre gouvernementale soviétique. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, attends, c'est quand même cool, mon pote Boris, il peut me fabriquer une datcha. Alors que si je veux avoir une datcha, c'est une maison de vacances en russe. Si je veux avoir une datcha, en fait, il faut que j'attende, que je sois un membre du parti, et que j'attende, je sais pas, moi, 20 ans, et au bout de 20 ans de bons et loyaux services auprès du parti, j'ai le droit d'avoir une datcha. Et donc, en gros, cette proto-entreprise a finalement permis l'apparition d'entrepreneurs, de banques, et finalement d'offres sur le marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on demande à Khodorkovsky, OK, vous avez parié là-dessus. Et c'était le bon pari. C'est un pari qui était évident. Je dirais, c'est une économie où il n'y a rien qui fonctionne, où on manque de tout. Si vous pouvez vous mettre à produire quelque chose et à le vendre, vous êtes sûr de faire un carton. Alors du coup, la vraie question, c'est pourquoi vous l'avez fait, M. Khodorkovsky, pourquoi vous l'avez fait à fond, à 200%, comme un malade mental, et presque personne d'autre l'a fait. Vous savez, c'est quoi la réponse? Quoi, lui, il l'a fait, pas les autres? Ou très peu d'autres? La réponse, dans le chat, non. Dans le chat, vous ne savez pas. La réponse est très simple. La réponse de Khodorkovsky, c'est oui, mais vous savez, à ce moment-là, quand on travaillait dans ce nouveau secteur, vous allez voir le parallèle avec la crypto, tout le monde s'attendait à ce que du jour au lendemain, les radicaux communistes reprennent le pouvoir, limogent Gorbatchev et sanctionnent très violemment. Alors là, on parle de prison. Alors, le goulag n'existait plus, mais on parle quand même de prison, etc., de privation de liberté sévère, de sanctions très dures. Donc, en gros, les rouges allaient reprendre le pouvoir, et donc tous ceux qui ont participé à cette on va dire, cette expérience capitalistique, ou capitaliste, pardon, soit sanctionnés extrêmement violemment et perdent tout et soient déportés, machin, etc. Et donc, en fait, du coup, les gens n'osaient pas y aller. Où les gens n'osaient pas vraiment s'engager là-dedans, rester longtemps là-dedans, bâtir là-dedans, etc. Et pour moi, c'est à peu près le même argument que la crypto. C'est que tous les anti-crypto font, oui, vous êtes marrant avec votre crypto, avec votre bitcoin et tout, vous êtes marrant à pouvoir envoyer des centaines de millions en stablecoin, sans KYC, sans répondre à des questions, sans répondre à aucune autorité centralisée. Oui, c'est très amusant ce que vous faites.
Mais il suffit que le gouvernement dise qu'il ne veut pas pour que ça s'arrête et que ça disparaisse. C'est ça l'argument anti-crypto. Le vrai argument anti-crypto, c'est oui, mais demain, ça peut s'arrêter. C'est un argument qui, ma foi, peut faire sens. D'ailleurs, on voit bien que quand ils ont dit qu'il fallait arrêter les drogues se sont arrêtées du jour au lendemain. Hein. Tout ce que le gouvernement interdit, bizarrement, ça continue de fonctionner même très bien. Mais bon, c'est pas le sujet. L'idée n'étant pas d'être dans l'illégalité ou la criminalité. On veut pas faire ça. On n'est pas des débiles. Et donc, le parallèle avec les proto-entreprises, c'est qu'en fait, pourquoi les rouges n'ont pas repris le pouvoir? Pourquoi la proto-entreprise, donc la proto-entreprise, c'est-à-dire des formes primitives et primaires d'entreprise. Pourquoi cette proto-entreprise en Union soviétique n'a pas été réprimée, n'a pas été sanctionnée? La réponse, c'est que dans toutes les couches de la société, je dirais des membres du politburo jusqu'aux prolétaires, du coup, au sens strict du terme, dans une usine ou dans une mine au fond de l'Oural, dans toutes les couches de la société, un pourcentage des gens bénéficiaient de cette proto-entreprise. C'est pas en fait qu'il y a une couche entière qui est bénéficiée à 100%. Il n'y a pas toutes les couches où il y avait 100% de l'effectif qui est bénéficié, mais dans toutes les couches, toutes les strates de la société, il y avait un pourcentage plus ou moins important de gens et qui trouvaient leur intérêt là-dedans. Soit via de la corruption, des pots de vin. N'oublions pas que SBF a quand même donné de l'argent à un élu démocrate sur 3. Je pense pas que ça va le sauver. Ça donne une idée, c'est qu'en fait, les gens de cette proto-entreprise deviennent très riches, et avec cet argent, ils peuvent acheter, on va dire ça comme ça, du pouvoir politique, des contacts. Ils peuvent influencer des décisions. Et puis, il y a plein de membres du politburo, du parti, qui font, bah, c'est quand même cool d'avoir des limonades, c'est quand même cool d'avoir des dachas, c'est quand même cool d'avoir un petit peu d'argent, c'est quand même cool d'avoir accès à des trucs, c'est quand même cool d'avoir une voiture, sans avoir attendu 10 ans. C'est cool tout ça, j'aime ça. Est-ce que j'aime tout là-dedans? Non, j'aime pas tout là-dedans, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais j'aime bien avoir une voiture. J'aime bien avoir à manger. Et je dirais, la nana, la prolétaire de base, elle trouve ça bizarre et dangereux, mais son fils, il ramène à manger. Son fils gagne par jour ce qu'elle gagne par an maintenant. Ils peuvent partir en vacances. Alors, il faut faire profil bas, on reste en Union soviétique, il faut faire attention. Il ne faut pas attirer, je dirais, le mauvais œil, mais dans toutes les couches de la société, du politburo jusqu'au prolétaire, un petit pourcentage de gens en bénéficiaient. Et si vous regardez la crypto, c'est un peu pareil. La crypto, vous prenez toutes les strates de la société, dans quasiment aujourd'hui tous les pays du monde, en fait. Eh bien, il y a un pourcentage, pas 100% de chaque strate, mais il y a un pourcentage des gens qui trouvent leur intérêt, qui font oui, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup d'instabilité, oui, il y a beaucoup de fraude, oui, il y a beaucoup de conneries, oui, je veux pas non plus qu'on remplace l'État, etc. Mais j'aime bien cette fonctionnalité-là. Mais j'aime bien quand ça monte et que je deviens riche sans travailler. Mais autre raison. Et dans la crypto, tout comme dans la proto-entreprise, dans l'Union soviétique sous Gorbatchev, dans toutes les strates, dans toutes les couches de société, il y a des gens qui font « j'aime » et je veux que ça reste. Et en parallèle, il y a des entrepreneurs qui deviennent les hommes les plus riches du monde. Vous prenez le gars de Binance, ok, maintenant ça a baissé, mais il y a 1 an, il valait 100 milliards sur le papier, ce mec. Pour de vrai, combien il vaut, n'en sait rien. Et des comme ça, il y en a plein. Enfin, à 100 milliards, non, mais des milliardaires de la crypto dont on ne connaît pas l'identité, il y en a énormément. Mais ces gens-là ont un pouvoir politique, ont de l'influence, etc. Et donc, du coup, toutes les couches en bénéficient. Il y a des profils extrêmement puissants et smart qui émergent et qui peuvent influencer le cours des choses. Et ça, c'est l'argument bullish sur la crypto. Ok? C'est quand on vous dit, ah oui, demain, il suffit que Macron dise que c'est interdit, ça disparaît. Ouais, déjà, Macron, il n'a aucun pouvoir. Et même s'il avait du pouvoir, je dirais, rappelez-vous, c'est compliqué, en fait, vraiment c'est compliqué d'abolir le marché. Or, la crypto, c'est quoi? La crypto, c'est la libre économie de marché. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément que je voudrais poser là en début 2023 de contexte. Parce qu'on est quand même, je dirais, vraiment dans le creux du creux. Est-ce que ça peut descendre davantage? Oui, peut-être. Je suis pas trader, je m'en fous. Moi, je suis investisseur de long terme et je suis bâtisseur. L'autre analogie, l'autre exemple historique que je voudrais vous partager. Alors, on me dit, oui, mais à la fin, c'est ce qui lui est arrivé quand même. Oui, mais en fait, si tu veux, ce qui a tué Khodorkovsky, c'est pas la libre entreprise. Ce qui a tué Khodorkovsky, c'est l'hubris. C'est quand Poutine arrive au pouvoir, Khodorkovsky n'a pas compris que il peut garder sa richesse à condition de faire un compromis. Et ce compromis, c'est éventuellement de revendre certains de ses actifs à l'État à un prix honnête. Quand je dis un prix honnête, c'est que vous prenez Abramovich. Abramovich, l'oligarque, Roman Abramovich, a été forcé de revendre
je sais plus ce qu'il avait, lui, comme business. Enfin, je crois qu'il avait du gaz et du pétrole, lui aussi. Bref, on s'en fout, et du nickel, ou des trucs comme ça, bref. Et il a été forcé de revendre à l'État une partie de ses sociétés. Oui, mais il a revendu l'État lui a racheté ça pour 15 milliards. Un truc que lui a payé, je sais pas, 100 millions, même pas. Ça va. Je veux dire, peut-être que ça valait plus que 15 milliards, probablement. Mais le deal, vous le prenez, vous pouvez acheter un truc à 100 millions, le revendre à 15 milliards. Alors oui, vous pouvez dire, non, je veux pas le vendre à 15 milliards, j'aime pas Poutine. Et dans ce cas-là, potentiellement, vous finissez en colonie pénitentiaire. Ou alors, vous prenez les 15 milliards. Mieux vaut prendre les 15 milliards. En gros, Khodorkovsky est un idiot. Enfin, Khodorkovsky est un mec brillant, mais en fait, on peut pas être très brillant sans être très con en même temps. Tout comme Berezovsky, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des oligarques. Et en fait, il y a les oligarques qui ont compris que les temps avaient changé, qu'on pouvait continuer à être un capitaine d'industrie, à être un oligarque, à être très riche, mais qu'il fallait composer avec le pouvoir politique. Et pas imposer sa volonté sur le pouvoir politique, il fallait composer avec. Et il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris. Ceux qui l'ont compris, ça s'est globalement plutôt bien passé. Ceux qui l'ont pas compris, Berezovsky, Khodorkovsky, ça s'est mal terminé. Mais finalement, voilà. Et sur Poutine, c'est pas un rouge. C'est pas les communistes qui sont revenus au pouvoir. Poutine, c'est on va dire, ça reste du capitalisme d'État. Vous voyez, c'est pas non plus du communisme pur, quoi. Enfin, c'est pas un communiste, quoi. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette analogie on libère quelque chose, et ce quelque chose est bénéfique à énormément de gens, donc toutes les sortes de sociétés. Ce quelque chose permet à cette personne de devenir immensément riche et puissante. Et finalement, ce quelque chose, on peut plus vraiment le faire disparaître. Vous voyez, c'est un peu, vous avez sorti le dentifrice du tube de dentifrice. Putain, pour le remettre dedans, c'est quand même compliqué, quoi. C'est un peu ça l'analogie, quoi. L'autre analogie historique, parce que je fais un petit peu un cours d'histoire, que je voudrais faire sur les cryptos. En fait, je fais volontairement, je dirais, ces explications pour vous aider à comprendre qu'en fait, oui, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de gens qui font des choses bizarres, voire criminelles dans la crypto, mais derrière ça, en fait, il y a une vraie réalité économique. Alors, cette réalité économique, quelle forme elle prend? Autre analogie historique, cette fois-ci avec l'histoire des États-Unis, l'histoire du capitalisme américain. Je rappelle que mon boulot, il y a longtemps, c'était d'être prof d'économie. En 1863, il y a une loi qui passe aux États-Unis qui s'appelle le Homestead Act. Homestead Act. Et cette loi stipule quelque chose. Elle dit que si jamais vous arrivez, vous trouvez un terrain qui est vide, il n'y a personne, évidemment, un Indien, ça compte pas. C'est comme ça. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et que ce terrain, vous mettez une clôture autour et qu'en gros, vous cultivez ce terrain. Alors, je ne sais plus si c'est pendant 2 ans et demi ou 5 ans, on s'en fout. Eh bien, ce terrain vous appartient. Le Homestead Act, qu'est-ce qu'il fait? Le Homestead Act, il prend quelque chose qui est vide et qui n'appartient à personne. Encore une fois, on fait abstraction des Indiens. On dit comment? Non, il faut dire les Native Americans. Maintenant, il faut plus dire Indiens. Enfin, bref, on s'en fout. Et donc, vous faites abstraction d'eux, vous prenez ce terrain, vous le clôturez, vous le cultivez et il vous appartient. Le Homestead Act, ce qu'il fait, c'est qu'il va attribuer de la propriété privée, c'est très important, à quelque chose qui n'en avait pas. À quelque chose qui n'en avait pas. Et la tokenisation, c'est ça. En fait, la tokenisation, qu'est-ce que c'est? La tokenisation, ça revient à attribuer un droit de propriété à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Votre data, une photo de profil, un compte dans un jeu vidéo, contribution dans un algorithme, ce que vous voulez, peut devenir un droit de propriété. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les humains optimisent, développent, chérissent, protègent, échangent ce qui a de la valeur, et la valeur, elle est vérifiée, elle est loquée, elle est protégée par la propriété privée. Vous savez, vous prenez tous les pays qui sont baisés dans le monde, tous sans faute. Ils auront un seul truc en commun. Vous prenez tous les pays foutus. Tous les continents, toutes les religions, tous les systèmes politiques, tout ce que vous voulez. Tous les pays foutus dans le monde ont un seul truc en commun. La propriété privée n'est pas garantie. La garantie de la propriété privée permet aux choses d'avoir de la valeur. Parce que les choses ont de la valeur, les gens vont les développer. Vous n'allez pas déposer des brevets dans un pays où c'est pas garanti. Vous n'allez pas acheter de l'immobilier et retaper la façade de votre immeuble si demain n'importe qui peut le prendre et vous le voler parce qu'il connaît le dictateur ou le maire ou le général du coin. Vous le faites pas. Il y a personne qui va se faire chier à aller retaper des façades en Afghanistan. Demain, il y a des talibans qui ont une kalash qui font, ton immeuble, il est très joli maintenant, il est au Grand Moufti, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, les leaders sur place.
Eh bien, vous l'avez dans le cul. Donc, en fait, la non-propriété privée entraîne l'absence de développement. J'ai même un bouquin derrière qui explique ça. Je sais pas ce qu'il est. Ah non, je suis con. Est-ce qu'il y a le bouquin? Non, il est derrière. Vous ne voyez pas, il est en bleu. Il s'appelle Why Nation Fails. Enfin, je vais vous le montrer. Vous en foutez, vous n'avez pas besoin de le lire, c'est un pavé. Mais la non-propriété, la non-garantie de la propriété privée, en fait, handicape le développement, handicape la croissance, handicape même le développement humain et, on va dire, général du pays, quoi. Infrastructure, éducation, etc. Et donc, en fait, l'attribution de propriété privée est un facteur de développement, est un vecteur de développement. Et la tokenisation, c'est quoi? C'est de l'attribution potentielle de propriété privée sur tout et n'importe quoi de digital, et même pas que du digital. Et c'est là, en fait, où la crypto, c'est genre fondamental. Et oui, ça va pas avoir lieu du jour au lendemain, etc. Et oui, au début, toutes les innovations commencent par des conneries, par des trucs qui servent à rien. Vous savez, il y avait autour de l'an, je sais que c'est autour de l'an 1800, un truc comme ça. Ah, je sais plus si c'est l'an 1800, 1900. Peut-être 1900, 1900. Autour de l'an 1900, il y avait une bulle dans les sociétés de vélo. C'est qu'en fait, n'importe qui créait des sociétés de vélo, ne produisait aucun vélo, était valorisé à des fortunes pas possibles, et puis ça montait, puis ça s'effondrait, quoi. Est-ce que pourtant les vélos, ça sert à rien? Non, les vélos, c'est génial. J'ai un doute sur la date. C'était Simon Black du site The Sovereign Individual, non, sovereignman.com, qui prenait cet exemple-là dans une de ses newsletters. Donc la tokenisation, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'attribution de propriété privée partout. Et à partir de là, du développement économique partout. Et c'est qu'on a du mal à imaginer finalement tout ce qui va pouvoir être développé, tout ce qui va pouvoir être optimisé, tout ce qui va pouvoir être investi, collatéralisé, chéri, transmis, etc., grâce à la tokenisation. Ok. Donc le Homestead Act, rappelez-vous de ça, 1862 aux États-Unis, l'attribution de propriété privée entraîne du développement. Et il y a même des prix Nobel d'économie qui s'appelle, je crois que c'est Douglas North, c'est Fogel, vous en foutez, mais c'est comme ça, qui ont donc en fait qui ont obtenu le prix Nobel d'économie sur cette thèse-là. En fait, leur thèse, c'est que c'est la propriété, c'est la garantie de la propriété privée aux États-Unis qui était le facteur de croissance numéro un. Pour eux, en fait, le développement bancaire avec JP Morgan, etc., c'est très secondaire. Le développement du pétrole avec Rockefeller, très secondaire. Le développement des chemins de fer et de l'acier avec Vanderbilt, Carnegie, très secondaire. Ce qui a fait la différence, ce qui a fait le gros de la croissance américaine, c'est la garantie de la propriété privée. Vous avez un terrain, vous le cultivez, vous l'optimisez, vous vendez la récolte. Comme vous vendez la récolte, vous voulez qu'il y ait une route, vous voulez qu'il y ait un shérif. Du coup, vous allez vous cotiser avec vos voisins pour payer un shérif. OK. Maintenant, s'il n'y a pas de travail, on peut avoir un saloon, on peut se bourrer la gueule, c'est quand même bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pareil, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut faire un saloon. Le mec, il crée un saloon, ça tombe bien, il y a 100 fermes autour. Tous les fermiers, ils vont boire un coup après le truc. OK. Le saloon, du coup, il faut quand même qu'il ait fait bien des choses. Donc, il aura intérêt à ce qu'il y a, finalement, des infrastructures. Donc, les fermiers, comme le gars du saloon, voudraient bien que, il y ait un chemin de fer qui passe par chez eux, qu'il y ait une gare. Donc, ils vont peut-être cofinancer ça ou qu'ils vont contribuer ou faire une pétition. De la même manière, maintenant, il y a plein plus de gens qui viennent grâce à la gare et de familles qui viennent s'installer dans la région. Parce que comme il y a un saloon, comme il y a un saloon, qu'il y a maintenant aussi un barbershop et qu'il y a un shérif qui est sûr que ce n'est pas le bordel, il y a plein de gens qui disent, peut-être que du coup, je vais aller poser ma clôture dans les alentours autour de ce bled-là, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est que la garantie de la propriété privée, finalement, il y a un peu une forme d'effet papillon, si vous voulez, ou d'effet cumulé très positif, un cercle vertueux très favorable, qui va entraîner tout un développement économique. Et c'est vrai qu'on peut pas forcément anticiper ce développement économique avant qu'on ait posé la propriété privée. OK? Et la tokenisation, la crypto, c'est ça, en fait. Fondamentalement, c'est ça. Là, évidemment, on est en mode expérimentation, il y a eu beaucoup de bordel, on a testé beaucoup de choses, le premier, mais finalement, ce qui reste, le vrai message optimiste, c'est ça. Et c'est vrai que ça coïncide, et c'est d'ailleurs, c'est un peu aux antipodes, du coup, du slogan, je vois son commentaire du forum de Davos, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Finalement, la promesse de la crypto, c'est un peu autre chose, c'est qu'en fait, vous posséderez tout, ou vous aurez des droits de propriété sur tout, et vous aurez un mot à dire sur tout, et on ne pourra pas vous le prendre. Parce que, encore une fois, ce qui est cool avec la tokenisation, après, on pourra pinailler d'un point de vue technique si c'est vrai ou pas, mais c'est grosso modo, voilà, vous avez des tokens, vous les foutez sur un ledger, c'est compliqué de vous le prendre, en fait. On peut venir vous braquer avec un flingue, mais bon, si le ledger, il est pas chez vous, dans un coffre-fort à l'autre bout du monde, le mec qui vous braque, c'est pas super utile, quoi. Ou on peut imaginer que certaines blockchains puissent geler les tokens, etc. C'est des choses qui sont possibles sur des blockchains centralisées. Bon, après, c'est tout un débat technique sur lequel j'ai pas une grande légitimité pour me prononcer. Est-ce que vous pigez? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis?
Alors, c'est un peu théorique, c'est un peu historique. Mais ça fait sens, non? OK. OK, c'est cool. Mais en fait, du coup, de ce point de vue-là, c'est super optimiste. OK. Alors maintenant, la question, c'est, vous, moi, comment on en tire profit? OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer profit, en particulier pendant un bear market, de cette révolution? Alors, c'est là que l'iPad intervient et on est content d'avoir mis l'iPad. OK. Alors, ce qu'il faut piger, c'est, vous savez comme moi, la crypto, c'est cyclique. Donc, en gros, il y a des périodes de fin du monde et il y a des périodes d'euphorie. OK?